Congo ne tombera jamais. L'alerte urgence attentat a été déclenchée ce dimanche en France, 2 jours après un attentat qui a fait au moins 137 morts à Moscou en Russie. Alors que s'est-il passé exactement? Que sait-on et quel est le rapport avec la France? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une de l'actualité du jour. Ce vendredi donc, une fusillade a éclaté dans une immense salle de concert dans la banlieue de Moscou, capitale de la Russie. Des hommes armés en tenue de camouflage ont fait irruption dans le Kronos City Hall juste avant un concert de rock. Ils ont d'abord tiré à l'arme automatique, puis un incendie s'est déclaré. Au total, au moins 137 personnes ont été tuées et plus de 150 personnes ont été blessées. Mais les enquêteurs continuent de fouiller les décombres du bâtiment et c'est donc un bilan encore provisoire. C'est l'attentat le plus meurtrier en Russie depuis une vingtaine d'années et la Russie était donc en deuil national ce dimanche. Sauvons l'Afrique. Alors, qui est à l'origine de cet attentat? Eh bien, l'attaque a été rapidement revendiquée par le groupe djihadiste État islamique, qu'on appelle aussi Daesh. On peut d'ailleurs noter que c'est l'attaque la plus meurtrière à avoir été revendiquée par l'État islamique en Europe. Le principal suspect, c'est une branche bien précise de l'État islamique qui s'appelle l'État islamique Khorasan, et je reviens plus en détail là-dessus après. Et pour le moment, ce qu'on peut déjà noter, c'est que la Russie n'a pas mis en cause l'État islamique. En fait, le président russe Vladimir Poutine alimente la thèse d'une responsabilité potentielle ukrainienne dans cet attentat, assurant que les assaillants ont été arrêtés, je cite, alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine. Alors face à ces accusations, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Vladimir Poutine de vouloir rejeter la faute sur son pays, tandis que côté américain, eh bien, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche, Adrienne Watson, a estimé que le groupe État islamique porte, je cite, seule la responsabilité de cet attentat et que l'Ukraine n'est pas du tout impliquée. En tout cas, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que pour l'instant, la Russie a annoncé qu'elle refusait de commenter la revendication de l'attentat de Moscou par le groupe État islamique tant que l'enquête est en cours. Les autorités russes ont par ailleurs arrêté 11 personnes, dont 4 assaillants présumés qui ont été placés ce dimanche soir en détention provisoire. Ils sont inculpés donc pour terrorisme, ils risquent la prison à perpétuité et sur les 4 suspects, 3 ont plaidé coupables. Pour le moment, leur détention est fixée jusqu'au 22 mai, mais elle pourrait être prolongée jusqu'à leur procès, dont la date n'a pas encore été fixée. Il y a à noter que selon le site russe en exil Medusa, les suspects ont été, je cite, torturés pendant leur interrogatoire. Et d'ailleurs, lorsqu'on a vu ces premières images d'arrivée au tribunal, on a pu voir que l'un des hommes avait les yeux fermés et était en chaise roulante. Ils avaient aussi pour certains du sang sur leur visage et que l'un d'entre eux avait un bandage à l'oreille. De son côté, le porte-parole du Kremlin a refusé de commenter les allégations de torture des suspects. Autrement dit, pas de confirmation, mais pas de démenti non plus. Après donc, eh bien, ces informations de ce média russe. Alors, Sauvons l'Afrique. on va en venir à la question de la France dans un instant, mais d'après les autorités russes, les suspects seraient, je cite, des citoyens étrangers, mais leur nationalité n'a pas été mentionnée. Selon certains médias russes, les auteurs des tirs seraient originaires du Tadjikistan. C'est donc une ex-république soviétique d'Asie centrale où est présent l'État islamique. Mais alors, au-delà de cette revendication, et dans le cas donc où ce lien serait confirmé, pourquoi est-ce que le groupe État islamique aurait voulu viser la Russie? Eh bien, je vous le disais, le groupe État islamique au Khorasan est la branche afghane de l'État islamique et elle est soupçonnée donc d'être derrière cette attaque. Ce groupe, en fait, il a émergé dans l'est de l'Afghanistan fin 2014 et il a été fondé par des émissaires du groupe État islamique venus d'Irak et de Syrie. C'est en fait, eh bien, la branche de l'État islamique la plus sanguinaire d'Afghanistan. C'est ce qu'indique une note publiée en 2021 par l'Institut français des relations internationales. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies qui date de juin 2023, ces effectifs compteraient entre 4000 et 6000 personnes en comptant les familles, et elles seraient principalement originaires d'Afghanistan, d'Azerbaïdjan, de Turquie, de Pakistan, d'Iran ou encore d'Asie centrale. On peut noter d'ailleurs que c'est cette branche même de l'État islamique qui avait déjà revendiqué début janvier une double explosion en Iran qui avait fait 84 morts et des centaines de blessés près de la tombe du général Soleimani qui a été tué il y a 4 ans par les États-Unis. On avait parlé à l'époque de cette attaque. Concrètement, l'État islamique reprocherait à la Russie ses interventions militaires en Afrique, au Sahel, en Tchétchénie
Jordanie ou encore en Syrie. Et en Afghanistan plus précisément, les islamistes de l'État islamique ne voient pas d'un bon œil le rapprochement entre la Russie et les talibans étant donc le groupe qui a pris le pouvoir à nouveau en 2021. La Russie savait donc qu'elle était la cible de l'État islamique depuis plusieurs mois, et d'ailleurs en 2017, une attaque avait été revendiquée par l'État islamique. Elle avait tué 17 personnes dans un supermarché de la ville russe de Saint-Pétersbourg. Enfin, début mars, les services de sécurité russes avaient annoncé avoir tué des membres de l'État islamique au Khorasan qui, selon eux, se préparaient à commettre un attentat à l'arme à feu contre les fidèles d'une synagogue de Moscou, ce qui montre donc que cette menace était connue. Alors je vous le disais, pourquoi est-ce que tout cela a désormais des répercussions en France? Eh bien, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé ce dimanche vouloir rehausser le plan Vigipirate en France à son niveau le plus élevé. L'alerte donc urgence attentat à la suite de cette attaque à Moscou. C'est une décision qui a été prise à l'issue d'un conseil de défense qui a été présidé par Emmanuel Macron. Et c'est un niveau de vigilance en fait qui permet notamment la mobilisation de moyens supplémentaires du côté de la police. Il avait déjà été mis en place après l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras en octobre dernier, avant d'être rétrogradé en Sauvons l'Afrique. janvier. Là donc, on retourne à ce niveau d'alerte maximale. Alors d'après le président français qui est actuellement en déplacement en Guyane, cette branche de l'État islamique a déjà mené plusieurs tentatives d'attentats en France ces derniers mois. Des attentats donc qui ont été déjoués. L'Allemagne affirme aussi avoir déjoué des projets d'attentats de ce même groupe. Et ce qui fait donc que ce niveau d'alerte il est relevé, c'est parce qu'il y a un risque selon les autorités qu'il y ait une forme d'effet d'imitation et que donc eh bien, cette attaque et cet attentat en Russie eh bien, poussent éventuellement d'autres assaillants à prendre les armes et à mener des attaques dans d'autres pays, notamment en Europe. Bref, la vigilance est particulièrement importante, comme elle l'était donc il y a quelques mois. Cela dit, pas d'impact direct en quelque sorte sur notre quotidien, si ce n'est qu'il y a une sécurité accrue, mais au-delà de ça, eh bien, les transports, les commerces, les écoles, etc., tout continue à fonctionner globalement de la même façon. On vous tient au courant dans tous les cas, mais ça me semblait important de revenir sur ces différents aspects. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Plusieurs grosses opérations anti-drogue ont eu lieu ce lundi matin dans plusieurs villes de France, comme à Roubaix, à Dijon ou dans l'agglomération lyonnaise. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'un déplacement dans la métropole lilloise ce lundi. Plus de 187 personnes ont été interpellées dans le cadre de ces opérations. Alors concrètement, elles interviennent après celles lancées mardi dernier par le président Emmanuel Macron à Marseille, qui s'était rendu sur place. Lors de son déplacement, le président avait promis qu'une dizaine d'opérations de ce type auraient lieu en France dans les prochaines semaines. Deuxième actu, toujours en France, tous les établissements médico-sociaux qui accueillent des personnes handicapées vont être contrôlés à partir de 2025. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce lundi dans le cadre d'une stratégie nationale de lutte contre les maltraitances visant les personnes handicapées ou âgées. Ce sont donc les 9200 établissements qui accueillent des personnes handicapées qui sont concernés, comme les foyers d'accueil médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées ou encore les instituts médico-éducatifs, les IME. Cette annonce, elle intervient au lendemain de la diffusion sur M6 d'une enquête de zone interdite sur les défaillances de l'État dans le secteur du handicap. On y voit notamment des parents qui indiquent avoir porté plainte après avoir constaté des signes de maltraitance sur leur fils autiste majeur. Troisième actu, au Sénégal, le candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye, qui est un proche de l'opposant Ousmane Sonko, est sur le point de devenir le prochain président du pays. Ce dimanche, les Sénégalais ont voté pour élire le successeur du président Macky Sall, qui est au pouvoir depuis 12 ans. Et d'après les premiers résultats provisoires, c'est Bassirou Diomaye Faye qui est largement en tête. Son principal concurrent, le successeur désigné de Macky Sall, Amadou Ba, a reconnu sa défaite ce lundi et a félicité Bassirou Diomaye Faye, je cite, pour sa victoire dès le premier tour. Pour rappel, le président Macky Sall avait décidé de reporter la présidentielle, initialement prévue le 25 février, ce qui avait mené à d'importantes manifestations dans le pays. Cette élection était donc très attendue. Quatrième actu, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce lundi sa première résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, plus de 4 mois après le début du conflit. Cette résolution Sauvons l'Afrique. demande un cessez-le-feu pendant la durée du Ramadan, qui est déjà entamé depuis 2 semaines, et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages retenus à Gaza. Jusqu'ici, aucune résolution concernant un cessez-le-feu à Gaza n'avait été adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, pour qu'une résolution soit adoptée, elle doit recueillir au moins 9 votes favorables parmi les 15 membres et aucun des 5 membres permanents ne doit s'y opposer, ce qui n'était donc pas le cas jusqu'ici. Alors dans ce cas précis, la résolution a été approuvée par 14 des 15 membres et les États-Unis, qui sont un membre permanent,
permanents n'ont pas bloqué la résolution, mais se sont abstenus. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cette résolution doit être mise en œuvre et un échec serait impardonnable. On vous tiendra au courant. 5e actu, l'ambassadeur d'Ukraine à Londres est soupçonné d'être impliqué dans le sabotage des gazoducs Nord Stream selon une enquête de France Info. Pour rappel, en septembre 2022, 4 explosions ont eu lieu sur les Nord Stream 1 et 2 qui acheminent le gaz russe vers l'Allemagne. Fin 2023, un commandant des forces spéciales ukrainiennes, Roman Chervinsky, était cité comme responsable de l'explosion du gazoduc. Mais finalement, la piste de l'ex-chef de l'état-major ukrainien, Valery Zaloujny, nommé ambassadeur d'Ukraine à Londres, semble aujourd'hui plus vraisemblable. Selon France Info, cette attaque servirait les intérêts ukrainiens puisqu'elle détruit un moyen de pression russe sur les Européens. Alors Valery Zaloujny a démenti son implication dans l'explosion, tout comme le président ukrainien, on vous tiendra au courant. 6e actu, le collectif anti-bassine Bassine Non Merci a annoncé ce dimanche qu'elle allait porter plainte contre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pour rappel, en mars 2023, de violents affrontements avaient éclaté lors d'un rassemblement interdit contre la méga-bassine de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Ces affrontements avaient fait de nombreux blessés du côté des manifestants mais aussi des forces de l'ordre. Les méga-bassines, ce sont d'énormes réservoirs artificiels d'eau qui ont pour but de fournir de l'eau aux agriculteurs. Alors suite à ça, Gérald Darmanin avait été auditionné en octobre devant une commission d'enquête parlementaire. Il avait alors assuré que les gendarmes sur place avaient été victimes de jets de projectiles pendant 1 heure avant de répliquer sur les manifestants, ce que dément le collectif. Finalement, la commission d'enquête avait conclu début novembre la responsabilité des 3 mouvements qui avaient appelé à manifester. Mais le collectif Bassine Non Merci accuse le ministre d'avoir, je cite, menti sous serment pendant l'audition. On vous tiendra au courant de la suite. 7e actu, une plateforme qui regroupe des offres de stage pour les lycéens de seconde a ouvert ce lundi. Elle est accessible via le site Un jeune, une solution. En fait, entre le 17 et le 28 juin, donc pendant la période du bac, les élèves de seconde en filière générale ou technologique doivent dorénavant faire un stage en milieu professionnel. C'est le Premier ministre Gabriel Attal qui a été à l'initiative de cette mesure quand il était encore ministre de l'Éducation nationale. Le problème, c'est qu'à 3 mois de l'échéance, de nombreux lycéens n'ont pas encore trouvé de stage. L'objectif de cette plateforme, c'est donc de les aider dans leur recherche. À noter cependant qu'on ne connaît pas le nombre d'offres qui y sont disponibles. En tout cas, les élèves qui n'auront pas réussi à trouver un stage seront accueillis par leur établissement pour effectuer des recherches documentaires afin de perfectionner leur projet d'orientation selon le ministère de l'Éducation nationale. Et on finit avec une bonne nouvelle, jusqu'à ce mardi, les places de cinéma sont à 5 € partout en France à l'occasion du printemps du cinéma qui a débuté ce dimanche. Ce prix est fixé pour toutes les séances, sauf pour les séances spéciales comme celle en 3D. A noter qu'en 2022, le prix moyen d'une place de cinéma était autour de 7,20 € selon le Centre national du cinéma, même s'il existe d'importantes disparités selon les cinémas. En 2023, le printemps... Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc contre ce long peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais Téléma Bipaï Bisosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main